nous situons sur les bords de la mer Méditerranée. Nous avons le plaisir de traverser l'Atlantique pour rejoindre l'équipe de Monsieur Michel Perrault, donc du centre de recherche de l'hôpital Douglas et Université McGill, qui vont nous présenter un programme de formation croisée en soutien à l'intégration des services. Voilà, c'est une intervention croisée santé mentale et addiction, ainsi que son évaluation. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous être joint à nous. Il est le matin chez vous, je crois. Merci beaucoup d'abord pour cette gentille invitation. On se joint à vous avec grand plaisir. Mon nom est Michel Perrault, je suis professeur à l'Université McGill, au département de psychiatrie à l'Université McGill et chercheur à l'Institut Douglas, qui est un institut universitaire en santé mentale à Montréal. Et j'ai le plaisir de vous parler en compagnie de Léonie Archambault, qui est coordonnatrice du programme de formation croisée, et Diana Milton, qui est aussi impliquée dans bon nombre des projets que l'on mène dans mon équipe. Alors, c'est ici le matin et je dois avouer que je n'ai jamais vécu aussi difficilement cette distance parce qu'en entendant les mots évocateurs là, de vos villes et la région, Arles, j'entends Avignon, Marseille et tout ce que... En tout cas, ça me rappelle de si beaux souvenirs là, dans le sud de la France. Alors, je regrette vivement de ne pas être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir partager ces projets. Et je sens aussi les préoccupations communes que l'on a de faciliter l'intégration des services. Le programme que l'on va vous décrire, c'est un programme qui a débuté en 2002 à Montréal et qui visait principalement à unifier les ressources. Je suis rattaché à un grand centre psychiatrique et à cette époque, on vivait des difficultés avec l'urgence psychiatrique et les contacts avec les organismes de la communauté. Ici, au Québec, les services de psychiatrie ont été développés initialement en parallèle aux services des addictions. Et il y a une grande fragmentation aussi des organismes, là, du travail des organismes communautaires qui touchent la santé mentale. Alors, notre premier défi, c'était de bien se connecter avec les ressources communautaires. Alors, on vivait une situation où, et je me souviens d'une étude que j'avais menée, où on voyait que les personnes qui souffraient suite à un épisode psychotique, qui passaient par l'urgence, étaient suivies ou dans leur trajectoire, dans les 6 mois qui suivaient, il y avait 6 équipes qui étaient intervenues auprès d'elles, que ce soit des différentes équipes de l'hôpital ou différentes équipes dans la communauté. Alors pour nous, quand je me souviens qu'on essayait d'améliorer nos liens et en faisant les groupes, j'ai réalisé que beaucoup d'intervenants ne savaient pas, référaient, mais ne connaissaient pas la réalité des organismes vers lesquels ils référaient. Et souvent, pour les patients qui ont des troubles graves et persistants, le déplacement en soi est complexe. Et ce que nous, quand on se véhicule, disons, si on a une voiture, les distances sont rapides, c'est court, mais pour les gens qui doivent prendre le transport en commun, qui doivent traverser dans une autre région, c'est très compliqué. Alors, souvent, les références vers les addictions, ça pouvait prendre 1h30 de déplacement. Et quand les entrevues avec les patients aussi, on voyait qu'ils en profitaient pour consommer, ça allégeait leur... le déplacement devenait plus agréable. Alors, en tout cas, on a identifié un tas de problèmes et on s'est dit qu'il fallait qu'on facilite la compréhension des du travail dans les différents lieux. Alors, notre objectif du programme, c'était un peu d'agir comme une agence de rencontre, c'est-à-dire d'amener les gens à se connaître. Et souvent, en allant sur place, on a débuté avec ces stages qu'on connaissait. En fait, on était un peu à l'aveuglette.
Mais on évalue toujours. Nous, dans une équipe de recherche, on poursuit l'évaluation continue. Et c'est probablement ce qui a amené le développement du programme. On ne savait pas qu'on faisait de la formation croisée. Et c'est là qu'on a amené les gens à se visiter mutuellement. Pour aller dans un lieu, il fallait aussi accueillir des personnes. Et ça faisait différent. Voyez-vous, on a jumelé les activités avec les activités traditionnelles là, de présentation par conférence, mais qui sont généralement statiques et qui sont en complément. Vous voyez ici une salle là, qu'on utilise beaucoup. Et en 12 minutes, je peux endormir. Vous voyez, la salle est totalement dans un état de sommeil profond après m'avoir écouté pendant 12 minutes. Mais on essaie d'éviter le plus possible ces situations-là. Et les gens viennent pour partager. Et les conférences traditionnelles, l'enseignement plus de type professoral, académique, je dirais, on l'utilise le moins possible, et, sauf pour faciliter l'acquisition de langage commun. Et on peut dire que de la formule de formation croisée, il y a différents types. Il y a ce qu'on appelle plus particulièrement, je dois vous dire que nous, on le fait dans le contexte où on veut soutenir l'intégration des services, donc que les gens connaissent mieux qu'est-ce que les autres organismes font pour pouvoir mieux référer. Et cette approche, on peut le faire par la clarification positionnelle. Donc, on décrit dans des discussions de cas ce que chacun fait. Donc, on implique des policiers, on implique différents organismes dans les échanges. Comme tantôt, vous avez vu une diapo où il y avait tous les différents réseaux. Et on le fait aussi dans l'observation qui est d'aller dans les différents lieux et non seulement et dans le langage des ressources humaines, on parle de job shadowing, on voit ce que l'autre fait dans son milieu, ça nous donne une idée de du rôle des personnes, mais aussi du contexte. Un petit organisme communautaire qui a l'équivalent de 3 employés à temps plein sur les missions, sur les graphes, ça semble être aussi important qu'un établissement je sais pas, nous, dans le réseau où je suis, on est environ 12 000 employés. Alors, c'est fragmenté dans plusieurs organismes, mais on utilise ces 2 approches-là pour amener les gens à mieux saisir comment ça se déroule. Alors, c'est stages d'observation, les journées où on a des conférences comme ça avec des experts, témoignages d'usagers, ateliers de discussion de cas qui impliquent les différents réseaux qui sont impliqués avec nous. L'évaluation a accompagné le développement du programme depuis les débuts. On fonctionne dans un cycle de 3 mois là, où on a un comité de suivi qui consulte les intervenants et on obtient les informations sur ce qui est préoccupant au moment où ça se passe. Et on y va avec différents thèmes comme santé mentale et cannabis. Et on en a une vingtaine. Notre site web, à la fin, vous allez le trouver, www.formationcroisée.com, pas d'accent. Et ça va vous donner aussi la liste et la description des activités. J'ai pris trop de temps, je laisse Léonie poursuivre sur l'évaluation. Et en regardant un peu comment on procède, ça va vous donner une meilleure idée du type d'activité. Léonie, je m'excuse, j'ai débordé mon temps. C'est correct, Michel, je suis habituée. C'est une blague. On aime se taquiner. Alors, merci. Si on regarde effectivement d'abord les activités de clarification positionnelle que Michel évoquait justement, c'est-à-dire donc ces grands événements où il y a des présentations magistrales, des présentations de programmes ou de ressources, ainsi que des discussions de cas en petits groupes, on voit que depuis 2011, il y a eu une évolution marquée de la participation aux activités. Donc, par exemple, vous voyez sur le graphique ici qu'en 2011, l'activité sur la détection avait rejoint 133 intervenants, alors que celle sur le cannabis en 2018 a rejoint 800 intervenants et même un peu plus. Donc, on voit là sur le graphique que la tendance est à la hausse. Une des raisons qui explique, si on passe effectivement à la diapo suivante, qui explique cette augmentation de la participation,
c'est qu'au fil du temps, on s'est mis à diffuser les activités en visioconférence dans de plus en plus de régions au Québec. Et ce que vous savez certainement, c'est que le Québec, c'est un territoire qui est très vaste, avec plusieurs régions socio-administratives, plusieurs régions éloignées aussi. Donc, au début, on faisait les activités de clarification positionnelle dans une seule salle de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, dans laquelle on est basé, donc à Montréal. Donc, on faisait les activités de manière locale, mais au fil du temps, dans la majorité des régions socio-administratives du Québec, il y a des équipes ou des réseaux de services qui se sont organisés pour se rassembler entre eux lorsqu'on montait un événement à Montréal. Et donc, on leur diffusait en visioconférence les présentations magistrales de la journée. Et donc, on était en visioconférence avec eux pour cette portion magistrale. Et ensuite, ils coupaient évidemment leur caméra, leur son, et ils se retrouvaient entre eux pour faire des discussions de cas, réseauter localement, discuter de leur offre locale de services. Donc, avec l'augmentation des sites, on a aussi augmenté l'augmentation de la participation. Et c'est l'activité de 2018, par exemple, celle que vous voyez à l'écran, donc Cannabis et santé mentale, qui a suscité le plus de participation. Alors, je vois à l'écran, nous aussi, on veut participer, vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, vous avez participé, comme vous voyez, à celle de 2018. On a eu, pas vous directement, mais on a eu des sites en Europe et on serait très heureux d'en avoir plus. Et notre site web aussi et nos activités en ligne sont accessibles à tous. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus. Maintenant, pour vous donner une idée de la composition, de la diversité de l'auditoire du programme de formation croisée, vous voyez ici que chez les participants des activités de clarification positionnelle, il y a des intervenants qui travaillent dans des milieux variés comme la santé mentale, la dépendance, des gens qui proviennent des hôpitaux, des organismes communautaires, donc organismes sans but lucratif, aussi des personnes qui proviennent de la sécurité publique, des policiers, des gens des milieux carcéraux, des gens qui travaillent en centre jeunesse, dans les commissions scolaires, dans les universités. Donc, vraiment, c'est un public, un auditoire qui est là de manière très interdisciplinaire, intersectorielle pour partager des connaissances. Maintenant, pour vous donner une idée des résultats qu'on obtient avec ce programme-là, donc les personnes qui ont évalué les activités sont en majorité d'accord avec le fait que leur participation au programme leur a permis d'obtenir de l'information utile pour orienter les personnes auprès desquelles elles travaillent. À la diapo suivante, on voit aussi que les personnes qui ont évalué l'activité déclarent en majorité qu'elles sont d'accord avec le fait que leur participation au programme leur a permis d'apprendre davantage sur le fonctionnement d'autres ressources. Et à la diapo suivante, on voit aussi que les personnes considèrent que, en majorité, en fait, ils sont majoritaires à considérer que leur participation au programme leur a permis d'identifier des intervenants d'autres réseaux qui pourraient les orienter aux besoins. On n'a pas le temps aujourd'hui, malheureusement, de discuter tous les résultats d'évaluation, mais dans l'ensemble, l'évaluation des activités permet de montrer certains impacts sur l'intégration des services. Premièrement, à travers l'acquisition de nouvelles connaissances pour la pratique, qui représente un indicateur d'intégration normative en quelque sorte. Deuxièmement, le développement de nouvelles relations professionnelles, qui est un indicateur d'amélioration de la collaboration. Et troisièmement, on pourrait parler de la capacité de faire appel à de nouvelles ressources, ce qui constitue un indicateur de continuité des services. On veut aussi vous dire un petit mot sur l'adaptation des activités du programme dans le contexte de la pandémie. Parce que quand la pandémie est arrivée, on a été obligé de revoir nos pratiques de formation croisée parce que ces pratiques-là étaient totalement fondées sur le rapport interpersonnel en présentiel. Donc, on a été obligé de se réinventer un peu avec cette pandémie, comme tout le monde finalement. Et pour continuer à favoriser un langage commun entre les personnes qui travaillent dans différents réseaux, on a développé des formations en ligne qui sont accessibles aussi partout gratuitement, donc sous forme de plusieurs capsules d'une quinzaine de minutes qui sont données par des experts, donc soit des experts chercheurs, des experts cliniques, des experts expérientiels, donc des gens qui eux-mêmes utilisent les services. Et l'objectif, c'est d'arriver, même si on est en virtuel, à quand même établir un échange réciproque, à transcender quand même les disciplines, les réseaux, les établissements pour partager différents types de savoirs et construire des savoirs communs, des langages communs malgré le virtuel.
Ensuite, pour continuer aussi de permettre aux gens de savoir qui fait quoi dans le réseau, on a aussi mis en place des rencontres virtuelles. Donc, ça se fait sous forme d'un espèce de webinaire sur l'heure du dîner et on appelle ça un peu comme un espèce de speed dating, si vous connaissez la formule. Donc, on invite 4 ou 5 organismes ou ressources à venir nous expliquer en 5 minutes qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qui est leur clientèle cible, comment on fait pour référer une personne vers leur service. On se garde une période d'échange à la fin. Et donc, ça permet quand même de continuer à savoir qui fait quoi dans le réseau de services. Et finalement, tout au long de la pandémie, on a aussi beaucoup alimenté notre page Facebook et notre site web. Donc, vous voyez l'adresse ici à l'écran pour s'assurer de mettre à jour l'information qui peut être utile aux cliniciens. Depuis le début de la pandémie, on a aussi, en fait, on a conçu 2 formations en ligne, dont je vous expliquais les formations en ligne un peu plus tôt. On en a conçu une sur le thème des jeunes, leur santé mentale et leur consommation dans le contexte de la pandémie, et l'autre sur les troubles liés à l'usage d'opioïdes, la santé mentale et la douleur. Donc, concernant celle sur les jeunes, qu'on a lancée le 31 mars dernier, on a jusqu'à maintenant 192 personnes inscrites. Il y a eu presque 1000 visionnements de capsules. Et donc, parmi les gens qui sont inscrits, il y en a qui vont aller chercher seulement quelques capsules qui les intéressent pour les visionner ou quelques contenus, alors que d'autres vont faire l'ensemble du processus de formation au complet pour pouvoir ensuite obtenir une attestation de réussite. Concernant la formation sur les opioïdes qu'on a lancée au mois d'octobre 2020, on a jusqu'à maintenant 785 personnes inscrites. Il y a eu presque 4000 visionnements de capsules. Et parmi les gens inscrits, il y en a 134 qui ont effectivement fait l'ensemble de la formation, donc visionné toutes les capsules, fait toutes les activités pour pouvoir obtenir l'attestation de réussite. Le taux de réponse au questionnaire pour ces activités de formation en ligne est assez faible, mais pour ceux qui le remplissent, par contre, la satisfaction et la perception des apprentissages réalisés est très élevée. Concernant les rencontres virtuelles, dont je vous parlais aussi, qui sont les espèces de speed dating, webinaire midi, on en a fait quelques-unes, donc une sur les services d'urgence, une sur les services en itinérance et une sur les services aux jeunes spécifiquement. Donc, au total, on a eu 349 présences pour ces activités-là et les gens sont aussi allés les consulter en différé parce qu'on a fait des captations vidéo, on les a déposées sur notre site web, on a mis aussi des listes de ressources, des liens vers des informations pertinentes. Donc, les gens sont allés quand même beaucoup en différé reconsulter l'information. Et donc, si on passe à la diapo suivante, ce que j'aimerais vous dire, en fait, pour vous partager nos grands constats et nos prochaines étapes pour le programme. Au niveau des grands constats, on voit que les activités virtuelles comportent certains avantages, parce que notre adaptation pandémique a dû nous forcer à aller dans cette voie-là. Et effectivement, ça a permis de rejoindre beaucoup de personnes qui n'ont pas à se déplacer pour obtenir l'accès à l'information et qui peuvent faire les formations au moment qui leur convient. Et étant donné, comme je vous disais, le fait que le territoire québécois est très vaste, plusieurs personnes ont beaucoup apprécié cette formule qui leur permet d'aller chercher l'information au moment qui leur convient sans déplacement. Par contre, évidemment, au niveau des désavantages de cette formule-là qu'on a dû assumer pendant la pandémie, c'est que les activités virtuelles permettent beaucoup moins d'échanges entre les personnes et donc sont un petit peu moins favorables pour tout ce qui est de l'ordre du réseautage. Quand même, après la pandémie, les activités virtuelles, on considère qu'elles vont pouvoir continuer à représenter un outil complémentaire aux activités régulières du programme de formation croisée qu'on espère reprendre dès que possible nécessairement. Alors, Michel, si tu veux dire un petit mot de la fin, moi j'ai terminé. Merci beaucoup, Léonie. J'imagine qu'on a presque terminé notre temps, mais moi je dirais, dans le contexte de pandémie, peut-être que, en fait, on se situe dans c'est la même posture qu'on a actuellement. On peut vous transmettre beaucoup d'informations, mais le retour est plus difficile. Donc, dans un programme où on vise le partage d'informations, et c'est probablement ce qui explique un peu le succès que ce programme-là a eu à travers les années, parce que je vous dirais, depuis les tout débuts en 2002, on n'a jamais réussi à répondre à la demande. Et la demande a toujours été plus forte que ce qu'on pouvait offrir. Alors, on a dû trouver toutes sortes de moyens pour augmenter le nombre de sites, parce que nos salles sont... En fait,
Dans la perspective de ce programme-là, on souhaite que les gens des différentes régions puissent plus facilement communiquer entre elles avec les organismes qui sont impliqués, de sorte que les participants aux formations puissent mieux connaître les gens vers qui référer leur clientèle ou et connaître les gens plus personnellement. Et de cette manière-là, si vous voulez, augmenter les interactions, la fluidité des réseaux. Et donc, ce que l'on a dû faire, c'est déployer beaucoup d'énergie pour identifier des porteurs locaux qui eux-mêmes captent les signaux qu'on envoie, puis qui montent sur place des activités et rejoignent eux-mêmes. Donc, ils prennent les signaux, ils prennent notre matériel, puis ils se l'approprient pour pouvoir l'exploiter localement, ce qui est l'objectif ultime qu'on vise. Le contexte actuel a limité les possibilités d'interagir autrement que par le web ou nos capsules et tout ça. Et toute l'information que l'on obtient quand on est en présence dans les lieux, quand, vous savez, les échanges de couloirs, l'information qui est non directement reliée à la problématique et qui fait souvent la différence à moyen puis à long terme, ben, on est privé de ça. Et ça, c'est, si vous voulez, la limite de ce qu'on a. Par contre, on rejoint un grand nombre de personnes de grandes distances et pour qui c'est souvent la seule information qu'ils peuvent avoir là, qui est fraîche et puis qui est vivante. Alors, on a une sorte de gain à ce niveau-là. Les personnes qui ont un trouble de santé mentale, on a la moitié d'entre elles qui ont aussi un trouble concomitant. Alors, et quand on a ces gens-là qui ont des troubles concomitants, si on parle de problèmes d'addiction et de santé mentale d'assez longue date, elles ont aussi un troisième problème, puis un quatrième. Et souvent, au niveau juridique, au niveau de sécurité publique, il y a des acteurs qui sont impliqués. Nous, avec les services d'urgence, on a eu des occasions où les policiers parvenaient à immobiliser, par exemple, faire une arrestation, accompagner, pour utiliser leur langage, la personne à l'urgence. Et nous, les gens, qu'est-ce qu'ils font à l'urgence? Ils sont un peu étonnés de voir la façon dont la personne nous arrive. Et ils vont, si vous voulez, la libérer. Et puis, là, dans la salle, dans un environnement contrôlé, la personne va pas être violente, elle va être calme. Et souvent, le lendemain, elle ne sera plus à l'hôpital. Et les policiers qui, dans un grand déploiement, sont parvenus à l'immobiliser puis nous l'amener sans la blesser, sont assez furieux de voir que leur travail se termine le lendemain au même point où ils étaient. Il y a un manque de compréhension et ce qui a démarré il y a 20 ans, c'était ce qu'ils appellent les policiers, le projet Cobra. Là, c'est des intervenants qui accompagnent les policiers pendant un quart de travail et qui voient comment ça se déroule une arrestation sur la rue, dans un domicile, et qui comprennent un peu mieux comment ça se déroule. Et si un policier passe une demi-journée ou une journée à l'urgence, il voit aussi c'est quoi l'univers et comment ça se déroule. Et cette seule information, qui est très difficile à livrer là, dans un livre, ça change beaucoup. Et nous, par exemple, les gens en addiction qui croyaient que dans les écoles secondaires, ça doit correspondre au lycée chez vous, les problèmes de consommation, c'était pas au niveau clinique, c'était sous-clinique, les professeurs pouvaient facilement s'organiser. Quand ils ont observé comment ça se passait dans certaines écoles, ils ont décidé de monter des programmes pour soutenir les professeurs dans ces actions-là. Alors, vous savez, ces stages qui sont de courte durée d'une journée permettent aux intervenants non seulement d'être sensibilisés, mais de mieux comprendre le contexte, les outils que les gens ont dans d'autres milieux, et puis de revenir et d'avoir un autre regard sur l'intervention, comment les autres peuvent lire la situation. Je vous ai donné ces quelques exemples, là, mais il y en aurait plein
parce que on doit avoir, Léonie, on a combien de réseaux? Parce que là, à chaque fois qu'on ajoute un réseau, vous savez, l'éducation, la prévention, là, c'est les plus jeunes, après ça, on arrive avec les plus vieux, et ça a sans cesse augmenté. Et on doit avoir, je ne sais pas, juste sur le cannabis, on avait peut-être quoi, 60 organismes, Léonie, plus? Oh, plus que ça, j'ai pas les chiffres, Michel, mais effectivement, il y a beaucoup d'organismes communautaires et tous les organismes du réseau aussi. Et au fil du temps, effectivement, pour ma part, depuis que je coordonne le programme, on a reçu des demandes de la part du réseau des personnes âgées qui interviennent justement auprès des personnes âgées qui nous ont demandé d'organiser des événements en lien avec les problématiques spécifiques aux personnes vieillissantes. Il y a eu aussi tout dernièrement le réseau des personnes autistes qui nous ont demandé aussi de comment ils pouvaient adapter la formule pour aussi faire partie du réseau des formations croisées. Donc, toujours plus de réseaux qui s'intéressent aux troubles concomitants. Okay. C'est peut-être aussi, on s'est efforcé tout au long de ce programme-là, parce que notre objectif aussi, c'était de rejoindre les petits organismes qui n'ont pas beaucoup de ressources pour la formation. En fait, c'est vraiment comme l'auberge espagnole. On retrouve dans ces journées-là, dans les formations, l'expertise de chacun. Si on n'a pas, je sais pas, les travailleurs de milieu ou travailleurs de rue, quand on travaille sur l'itinérance, et si on n'a pas non plus des personnes itinérantes qui se joignent à nous dans les ateliers. Et ça, quand on a fait sur l'itinérance, j'étais très fier. On avait monté 15 ateliers et dans chacun des ateliers, on avait au moins une personne qui avait quitté la rue. Et on avait comme conférencier aussi une autre personne. Et c'est la clé pour nous, c'est si on a ces visées-là où chaque partie prenante doit être représentée, on se doit de rendre ces activités-là le plus accessibles possible. Et on n'a jamais manqué de financement depuis le début, même si les moments sont quelquefois plus difficiles. Mais l'argent, les partenaires, on en a tellement, ont toujours, vous savez, tiré les sommes pour être sûr qu'on puisse poursuivre. Puis merci au Douglas, là, puis l'endroit où je suis rattaché, d'avoir aussi maintenu en coût indirect là, le soutien du programme. Alors, pour les individus, il n'y a pas de frais ni dans les activités en présentiel, ni dans les activités en ligne. Je mène beaucoup de projets où on a impliqué l'expertise des personnes qui sont prises avec les problèmes. En santé mentale, il y a un groupe qui s'appelle Phobie Zéro. On les a aidés à monter les formations, former des gens qui puissent intervenir dans des groupes. On a le dernier projet, c'est beaucoup avec... ici, on a ce qu'on appelle une crise des surdoses, où il y a eu plusieurs centaines de décès. En Amérique, il y a beaucoup je crois qu'on est à 60 000 décès là, avec les États-Unis dans les dernières années. Alors, on a enseigné aux personnes qui sont elles-mêmes des usagers de drogues injectables à intervenir dans les cas de surdose parce que souvent, les décès, vous savez, il faut intervenir le plus rapidement possible et souvent ces personnes-là sont celles qui consomment ensemble et donc d'autres peuvent intervenir. Et c'est un modèle, si on regarde en psychiatrie avec les modèles de rétablissement, le fait d'impliquer des usagers dans un rôle actif et non pas, parce qu'il y a différents niveaux d'engagement, on peut juste les consulter, on peut les écouter, on peut de manière un peu cosmétique, avoir un représentant dans un comité où leur implication est diluée. Mais il y a des modèles de partenariat où ils ont un rôle beaucoup plus, je dirais, de responsabilité. Ils ont un plus haut niveau de responsabilité. Et ces modèles-là, puis en même temps, je vous parle, là, j'ai des appels, parce que demain, je présente aussi à Paris une autre conférence, mais avec un père aidant sur ce programme-là qui s'appelle, et cet organisme, c'est Métadame, et vous pouvez aller sur le web, ils ont leur site web, ils sont assez géniaux. Et dans le fond, c'est pas nous qui les impliquons dans nos projets, c'est eux qui nous invitent à collaborer à leur projet. Et c'est toute une dynamique. Et je souhaiterais en psychiatrie qu'on ait
de plus en plus ce genre de modèle-là où les groupes sont suffisamment autonomes et parviennent à atteindre un certain niveau où on peut transiger avec eux d'égal à égal. Et alors ça, puis j'ai publié là-dessus. Peut-être on pourra vous envoyer quelques liens, mais si vous cherchez Métadame ou Profan, c'est le projet là, de prévention, PROFAN. Mais sinon, sur notre site web, sur les formations croisées, celui qu'on on a indiqué le lien, allez sur la session sur les opioïdes et vous allez avoir des témoignages de personnes qui sont elles-mêmes de ce groupe-là et d'autres aussi, un groupe de pères aidants à l'Université du Québec à Montréal c'est pour soutenir les étudiants au niveau universitaire. Et il y a plusieurs autres universités. Ils forment des pairs qui font des interventions de suivi avec des étudiants qui sont en détresse. C'est les étudiants qui soutiennent d'autres étudiants. C'est vraiment génial. Alors, puis, si vous allez sur cette formation-là, vous allez voir les témoignages. Ils sont beaucoup plus éloquents que moi pour vous décrire et démontrer la pertinence de leur intervention.